Mesdames et messieurs, l'intervention proposée porte sur une conviction forte. La remédiation scolaire devient réellement efficace lorsqu'elle s'inscrit dans une dynamique collective d'établissement et non comme une initiative isolée de quelques enseignants volontaires. L'objectif de cette présentation est double. Il s'agit, d'une part, de montrer comment il est possible de transformer les contraintes structurelles d'un système, ici le système éducatif ivoirien, en véritables ressources pédagogiques. J'ai bien dit, la contrainte devient une ressource. Nous allons voir comment. Enfin, il s'agira de préciser le rôle des corps d'encadrement, inspecteurs, conseillers pédagogiques, chefs d'établissement, dans l'installation d'une dynamique d'accompagnement au changement. Le point de départ est bien connu de chacun. Le système éducatif ivoirien souffre d'abord d'effectifs pléthoriques au collège, accueillant des élèves au niveau très hétérogène. Dans certaines classes, l'enseignant se retrouve face à plus de 60 élèves, avec des niveaux d'acquis très contrastés, des rythmes d'apprentissage différents et des profils sociaux variés. L'hétérogénéité est forte et elle n'est pas toujours pensée comme un paramètre à organiser, mais plutôt comme un handicap subi. La deuxième difficulté est le déficit de formation pédagogique des enseignants dits disciplinaires. Beaucoup sont relativement solides sur les contenus académiques, mais disposent de repères limités en matière de didactique. Analyser les erreurs, faire émerger les représentations initiales, adapter les tâches au niveau des élèves constituent autant de challenges au quotidien. Or, ces gestes professionnels qui constituent la base de toute forme d'étayage des apprenants sont difficiles à construire. La richesse des échanges de tours de main entre collègues n'est hélas bien souvent pas suffisante. Dans ce contexte, l'erreur de l'élève est souvent vécue comme un simple signe d'échec, plutôt que comme un indicateur des obstacles cognitifs. Si l'on reste à ce niveau de constat, le risque est de considérer ces deux difficultés comme insurmontables. L'enseignant se sent seul et démuni. Le système accepte implicitement que certains élèves décrochent sans que des réponses structurées soient apportées. C'est précisément cette logique qu'il s'agit de renverser lorsque l'on envisage de développer des dispositifs de remédiation. La thèse défendue ici est que ces obstacles peuvent devenir des leviers d'action, à condition d'être abordés dans une logique de transformation. L'hétérogénéité des classes, loin d'être seulement un problème, peut être envisagée comme un réservoir de compétences. Des élèves plus avancés peuvent soutenir leurs camarades, des différences de niveau peuvent alimenter des formes de tutorat structuré. De même, les difficultés des élèves ne sont plus seulement des symptômes à constater, mais des matériaux pour la professionnalisation des enseignants. Travailler à partir des erreurs, des confusions, des représentations naïves, c'est précisément ce qui permet à l'enseignant de renforcer ses compétences didactiques. La conduite de séances de remédiation devient alors un espace de développement professionnel à fort potentiel. Cette transformation n'est cependant possible que si l'établissement assume un rôle central de coordination. Concertation sur les organisations des différents temps, choix des outils, répartition des rôles, suivi des effets. La remédiation doit être pensée comme une politique d'établissement portée par le projet d'établissement et soutenue par les corps d'encadrement. Le premier levier concerne les dispositifs coopératifs en classe. Dans des classes à effectifs élevés, il n'est plus réaliste d'imaginer que l'enseignant puisse, seul, prendre en charge individuellement chaque difficulté. En revanche, il peut organiser la classe comme une communauté d'apprentissage structurée. Cela suppose de réserver dans l'emploi du temps, mais peut-être aussi hors emploi du temps, et en distinguant bien le temps de service des enseignants et les temps d'apprentissage des élèves, des créneaux dédiés au travail en autonomie des élèves, appuyés sur la mise à disposition de ressources autocorrectives en français et en mathématiques. Ces fichiers proposent des parcours d'entraînement gradués avec des consignes claires, des indices, des exemples et des corrections guidées. Chaque élève ou duo d'élèves peut avancer à son rythme selon ses besoins. Ce travail autonome est complété par une organisation coopérative. Les élèves sont regroupés en fonction de leurs besoins et des binômes tuteurs-tutorés sont constitués.
Mais on peut aussi imaginer des tutorats inter-âges mis en place entre classes de 3e et de 6e, par exemple, selon des organisations innovantes qui doivent impliquer les instances gouvernantes des établissements scolaires et la communauté éducative. L'enseignant garde la maîtrise des objectifs, mais il délègue une partie de l'accompagnement aux pairs, voire à des partenaires de l'école, mais en s'appuyant sur des outils communs qui garantissent la cohérence et la qualité des interventions. Conseil intérieur, COGES, Assemblée des délégués élèves, Club citoyenneté, etc. Un premier exemple peut être pris en français dans une classe de 6e à Dalois. Après une évaluation diagnostique courte, l'enseignant répartit les 64 élèves en 3 groupes de besoins. Le premier groupe est orienté sur une série de fiches d'entraînement à la compréhension littérale, le deuxième groupe sur les inférences et l'intentionnalité des personnages, enfin, le troisième groupe plus avancé sur des habiletés d'analyse interprétative du texte. Chaque groupe travaille sur des séries de fiches autocorrectives adaptées à leurs compétences en cours de construction. Au sein de chaque groupe, 2 ou 3 élèves jouent un rôle de tuteur-organisateur, après une courte préparation sur la manière d'aider sans faire à la place et sur la régulation du dispositif. Utilisation des fichiers d'entraînement, recours aux corrections, renseignement des tableaux de réussite et de progrès. Un second exemple peut être tiré des mathématiques dans un collège de la périphérie d'Abidjan. Les délégués élèves de 3e eux-mêmes, engagés dans des travaux d'algèbre, accompagnent des élèves de 5e sur les fractions et les équations simples. Sur un créneau horaire hebdomadaire supplémentaire institutionnalisé pour ces délégués élèves, ces élèves de 3e devenus tuteurs encadrent de petits groupes d'élèves de 5e ou de 6e en s'appuyant sur des fiches guidées comportant rappel de méthode, exemples résolus et grilles d'autocorrection. Chacun trouve sa place. Les élèves délégués des classes de 3e consolident leurs acquis en expliquant et développent leur savoir-être sous la forme d'une éducation à la citoyenneté en actes. Les élèves de 6e et de 5e bénéficient d'un suivi rapproché des grands frères. Ces 2 exemples montrent que, lorsque l'établissement organise une entraide solidaire inter-âge et fournit des supports de travail en autonomie adaptés aux compétences des élèves les plus fragilisés, la classe pléthorique cesse d'être un handicap purement subi pour devenir un espace d'apprentissage coopératif structuré. Le second levier porte sur les séances de remédiation par anticipation en SVT et en physique-chimie. Il s'agit de séances courtes, conduites en petits groupes ciblés avant la leçon magistrale en classe entière. Leur objectif est de travailler sur les points de fragilité identifiés des programmes, en partant de situations fortement contextualisées dans la réalité ivoirienne. Ces séances suivent en général un canevas stable, présentation d'une situation de départ concrète, recueil des idées des élèves, travail guidé à partir d'une fiche, mise en commun et élaboration d'une phrase-outil, enfin un court test minute pour vérifier la compréhension immédiate. Elle s'adresse en priorité à des élèves fragiles repérés en amont. Pour les élèves, ces séances permettent de revisiter des prérequis, de clarifier quelques notions clés, de manipuler un vocabulaire scientifique limité mais précis dans un cadre rassurant. Pour l'enseignant, elles constituent surtout un observatoire précieux des difficultés réellement rencontrées par les élèves, en amont de la leçon. Pour illustrer ce dispositif en SVT, 2 exemples peuvent être évoqués. Le premier concerne la puberté, dans un collège de Koumassi. La séance met en scène 2 adolescents, Kofi et Mariam, qui vivent des transformations de leur corps et de leurs émotions. Les élèves doivent distinguer, dans le récit, ce qui relève des changements corporels et ce qui relève des émotions ou des comportements. Cette activité simple permet de faire émerger des représentations fréquentes. Certains élèves réduisent la puberté à des signes visibles, d'autres y associent uniquement des jugements moraux sur le comportement. En écoutant les explications des élèves, l'enseignant repère ces confusions et peut préparer une leçon qui aborde explicitement la dimension psychologique en l'articulant au fonctionnement hormonal. Le second exemple concerne la nidation et les premiers stades de la grossesse.
À partir d'une scène de consultation prénatale, les élèves sont invités à remettre dans l'ordre des images représentant la cellule œuf, l'embryon en nidation et le fœtus. Ils associent des définitions courtes à chaque terme et tentent de reformuler ce qu'est la nidation. Là encore, l'enseignant voit apparaître les confusions entre les différents stades et peut ajuster sa leçon pour insister sur la continuité du processus et par exemple le caractère précoce de la nidation. Ces séances de remédiation par anticipation n'ont pas seulement une fonction de soutien aux élèves. Elles constituent un véritable laboratoire professionnel pour l'enseignant. La taille du petit groupe, la proximité avec l'enseignant, la possibilité de questionner et de relancer permettent d'observer finement les raisonnements des élèves, leurs justifications, leurs blocages, le plus souvent en termes de représentation. À travers ces observations répétées, l'enseignant apprend à reconnaître des profils de difficulté, confusion systématique sur certaines notions, obstacles liés au langage, raisonnement partiel, difficulté à produire des analogies. Il peut ensuite en tenir compte dans la conception de ses activités. Choix des exemples, progression des tâches, formulation des consignes. De manière plus large, cette pratique régulière contribue à sa formation continue, in situ. Il développe une sensibilité didactique, notamment sur les enjeux de la transposition didactique des savoirs. Il ne se contente plus de constater que les élèves n'ont pas compris. Il sait mieux ce qu'ils n'ont pas compris et pourquoi. La remédiation devient ainsi un lieu d'apprentissage professionnel et d'auto-formation continue au cœur même de la classe. Des retours d'expérience et d'analyse de ces pratiques professionnelles peuvent alors être retravaillés collectivement lors des concertations pédagogiques. La remédiation devient un espace de formation in situ, où se construisent progressivement des gestes professionnels plus ajustés. Manière de questionner, d'expliquer, de reformuler, de choisir des exemples. Cet espace n'a toutefois tout son potentiel formatif que s'il est inscrit dans une démarche réflexive structurée. Les séances de remédiation, une fois vécues, donnent matière à des retours d'expérience. L'enseignant peut consigner ce qu'il a observé, les réactions inattendues des élèves, les malentendus repérés, les ajustements qu'il a opérés en direct. Ces traces, notes rapides, grilles d'observation, production d'élèves, peuvent ensuite être reprises dans un second temps, lors des concertations pédagogiques ou des réunions de cycle. On passe ainsi d'un vécu individuel à un travail collectif sur les pratiques, où plusieurs enseignants comparent leurs observations. Chez moi, les élèves bloquent sur telle notion, j'ai essayé tel type de question, voilà les faits, etc. Ce partage construit une culture commune des difficultés des élèves et des façons d'y répondre. Dans cette perspective, les concertations pédagogiques cessent d'être de simples espaces de transmission descendante ou de gestion administrative pour devenir de véritables ateliers d'analyse de pratiques professionnelles. Les équipes peuvent y retravailler les séances de remédiation, repréciser les objectifs, affiner les consignes, enrichir les situations de départ, mutualiser les supports les plus efficaces. À terme, ce processus itératif contribue à la constitution d'une communauté professionnelle apprenante au niveau de l'établissement. Les enseignants ne se forment plus seulement en dehors de la classe, lors de stages ponctuels, mais à partir de ce qui se joue réellement avec leurs élèves. La remédiation devient alors un point de jonction entre la formation continue, le pilotage pédagogique et la réalité quotidienne des apprentissages. La véritable dynamique d'établissement apparaît lorsque ces deux leviers sont mis en synergie. Les séances de remédiation par anticipation permettent d'identifier les obstacles conceptuels et les élèves les plus fragiles. Ces informations alimentent l'organisation des ateliers coopératifs et du travail autonome sur le temps scolaire. Le conseil pédagogique d'établissement a un rôle central à jouer. Définir des créneaux horaires dédiés, fixer des règles communes de constitution des groupes, organiser la circulation des informations entre enseignants, coordonner l'usage des ressources dédiées à la remédiation et assurer leur pérennité et leur développement. La direction de l'établissement, en lien avec les inspecteurs et les conseillers, garantit la cohérence de l'ensemble.
Cette articulation peut aller jusqu'à associer les familles et valoriser le rôle des élèves tuteurs, par exemple lors de rencontres ou de cérémonies internes. L'établissement construit ainsi une culture partagée de la remédiation et de la différenciation, où chacun, élève, enseignant, encadrement, a une place et un rôle. Au terme de ce parcours, quelques messages clés peuvent être dégagés. D'abord, la remédiation ne peut plus être considérée comme un supplément éventuel, réservé aux situations de crise. Dans un système massifié, elle est une condition de la réussite de tous. Refuser de l'organiser, c'est accepter que certains élèves soient durablement laissés au bord du chemin. Ensuite, les classes pléthoriques, si elles sont organisées, offrent un potentiel important d'entraide et de tutorat. Il ne s'agit pas de nier la difficulté réelle des effectifs élevés, mais de montrer qu'une partie de la réponse réside dans la structuration de la coopération entre élèves, plutôt que dans le seul face-à-face magistral. Enfin, les outils structurés, fichiers autocorrectifs, guides de remédiation, réduisent le coût d'entrée pour les enseignants. Ils offrent des scénarios pédagogiques éprouvés, adaptables au contexte local, et permettent d'ancrer la remédiation dans une dynamique de justice scolaire. Donner davantage d'appui à ceux qui en ont le plus besoin, sans abaisser le niveau des exigences. Pour que cette dynamique devienne une réalité durable, plusieurs recommandations peuvent être formulées au corps d'encadrement. La première est d'inscrire explicitement dans les projets d'établissement un axe remédiation et différenciation pédagogique assorti d'objectifs précis et d'indicateurs simples au fur et à mesure que les équipes s'engagent dans ces dispositifs, avec des formes de contractualisation. La deuxième consiste à mettre en place des dispositifs pilotes dans quelques collèges de chaque région, articulant remédiation par anticipation et travail autonome coopératif. Ces établissements pilotes doivent bénéficier d'un accompagnement rapproché et d'un suivi régulier afin de capitaliser sur leurs premières expérimentations et de constituer un réseau de pôles d'expertise qui permettent de poursuivre l'expérimentation des premiers dispositifs initiés, de les développer et de les outiller au fur et à mesure d'une montée en charge. La troisième recommandation porte sur la formation. Intégrer dans les plans de formation continue des modules centrés sur l'analyse des erreurs, la conduite de petits groupes, l'utilisation des outils de remédiation et l'observation des capacités des élèves à travailler en autonomie et de développer une culture de solidarité interâge. Doivent ainsi se développer les échanges de pratiques entre établissements de formation, la coproduction de repères communs pour innover en matière de remédiation, la mutualisation et la mise à disposition sur une plateforme nationale des ressources validées par les autorités compétentes. C'est à ce prix que la formule « la remédiation, c'est facile quand c'est l'affaire de tous » pourra devenir une réalité tangible dans les collèges de Côte d'Ivoire, au service de la réussite et de la cohésion sociale.